Bonjour à toutes et à tous, nous voici directement dans la suite de l'Interquatuor vidéo 02. Je viens de vous parler, de m'exprimer sur Dahlia, une vidéo qui était déjà elle-même en deux parties, deux chapitres. D'abord, on a parlé de la relation amoureuse de Dahlia, et ensuite on a enchaîné sur la question du sexisme et mes craintes sur l'évolution de ce discours-là dans Dahlia. Et du coup, eh bien, forcément, point de jonction tout indiqué pour pouvoir parler du manga présent, du deuxième manga que je vous avais présenté à l'époque, c'est donc Eden Zero. Dans Eden Zero, donc on est donc sur un manga où le fanservice est particulièrement présent. Moi, en tant que lecteur masculin, je pense qu'il ne dépasse jamais la limite. C'est-à-dire que je trouve cela acceptable, ou plutôt, cela ne m'a jamais fait grincer des dents. Alors, ça m'a jamais bloqué, ça m'a jamais bloqué dans ma lecture. Par exemple, j'ai cité Mushoku Tensei, juste avant, donc dans la partie précédente. Dans Mushoku Tensei, comparativement à Eden Zero, il y a assez peu de fanservice. Bon, vous allez me dire, il y a même les mangas qui font du fanservice en général, il y en a assez peu comparativement à Eden Zero. Oui, mais bon. Par contre, vis-à-vis de Mushoku Tensei, certaines scènes m'ont vraiment gêné. Et je comprends carrément que pour certains lecteurs et ou spectateurs de l'anime, elles soient intolérables. C'est pourquoi la présentation de manga pour la lettre M sera Mushoku Tensei. Donc, dans cette vidéo. Je fais un set avec mes doigts. Dans le quatuor de manga vidéo 04, la lettre M sera l'occasion de vous présenter Mushoku Tensei. C'est un manga qui se vend beaucoup et qui est considéré comme étant de bonne qualité, alors qu'il est tout à fait reconnu que certaines de ces scènes et événements du récit sont problématiques, voire très problématiques. Donc il y a des choses très intéressantes à en dire, bien entendu. Alors, pour en revenir à Eden Zero, j'ai lu que son fanservice était du sexisme ordinaire, mettant en scène le quotidien des personnages. Il est vrai que dans Eden Zero, les personnages féminins aiment beaucoup prendre des bains. Et donc que ce fanservice ordinaire serait plus grave, car insidieux et influencerait passivement le regard du lecteur masculin sur le corps de ces jeunes femmes. Bon, je ne suis pas certain qu'il soit toujours un bon argument de hiérarchiser la gravité de ce genre de fait. Surtout parce que j'ai souvent l'impression que ce type d'argument n'est utilisé que pour appuyer le reste du discours. Ce n'est pas un argument qui apporte une démonstration véritablement tangible. En cela que dans un autre débat, il serait très aisé de dire que la mise en scène de l'agression sexuelle est pire, car elle permet de directement exciter et plaire aux pervers qui fantasment sur ce qui est au minimum un délit, voire un crime. Et que cette agression sexuelle crée et met en scène une victime en position de personne victimisée, avec des conséquences catastrophiques sur la personne en question. Là où la position au statut de victime pour des personnages féminins mis en scène dans un bain, où seule la main du dessinateur et le regard du lecteur sont des voyeurs, mais absents de l'univers narratif des personnages du récit. Cela relève du débat moral. Je veux dire, comme je vous l'ai dit dans Eden Zero, à part des scènes très précises, que je vous ai présentées déjà dans la présentation du manga, donc Eden Zero, mais là, les scènes de fanservice en question, elles sont destinées aux lecteurs et aux dessinateurs, mais aux lecteurs. C'est notre voyeurisme, nous en tant que lecteurs, par rapport à l'objet. Les personnages eux-mêmes ne sont pas dans cette situation de victime. Mais peut-être que... Mais je vous ai dit, c'est du débat moral maintenant, de savoir est-ce que nous, en tant que lecteurs, nous les mettons en victime alors qu'elles ne le vivent pas comme ça. C'est un autre débat, et je suis absolument pas capable d'argumenter dessus d'ailleurs, tout court. Hein. Mais on pourrait dire aussi que le fanservice d'un manga comme Butareba est pire, parce qu'il s'accompagne d'un discours argumenté qui cherche sciemment à expliquer que mater la culotte d'une adolescente, et que cela éveille des fantasmes, n'est pas immoral, et peut même bien être, au contraire, une source de fierté. Non mais c'est là-dedans, hein. On en parlera. Je vais attendre en fait la sortie des tomes 2 et 3 pour qu'on en parle. Mais bon, si ça reste sur le discours, sur le thème dans la lignée du tome 1, bon, je vais pas en dire du bien, hein, mais bon. Aujourd'hui, au tome 28 de Eden Zero, ma position est que son fanservice
est acceptable. Peut-être qu'il y aura quelque chose dans le tome 29 à venir que je considérerais intolérable. Je ne défends pas une position de principe. Personnellement, ce qui pose problème de mon point de vue, c'est à qui est destiné ce manga. Il ne peut pas être destiné à un public qui n'est pas capable de prendre de la distanciation vis-à-vis de ce fanservice. Je pense que c'est une question de maturité et d'expérience, c'est-à-dire de quantité et de variété de mangas lus à côté et même avant d'avoir eu accès à Eden Zero. Je ne pense pas que Mashima Hiro veuille faire passer un message ou une revendication sociale dans son fanservice. Si pour vous, le fait que le fanservice soit du sexisme par principe, ce qui est le cas, hein. Donc le fait que ce soit du sexisme par principe, le fait que ce soit du sexisme tout court, si pour vous, le fanservice, donc, c'est suffisant pour ne pas vouloir lire ce manga, vous avez tout à fait raison. Mais je dois commenter cette position en disant, du coup, il ne doit pas y avoir beaucoup de mangas qui doivent trouver grâce à vos yeux. Parce que du fanservice et ou des discours sexistes, de notre point de vue de français, il y en a même dans les shoujo qui ont l'air les plus inoffensifs possibles. Et ce, même sous la plume des autrices japonaises et coréennes, donc je veux dire des auteurs féminins. À moins, vous me direz qu'il y a un seuil de tolérance. Le fanservice, c'est inacceptable, mais avec des nuances. Pour conclure sur la question de l'audience, il faut bien comprendre qu'au Japon, josei, seinen, shoujo et shonen, ce sont des postulats de marketing qui sont très dépendants de la vitrine et de la visibilité que veut donner une maison d'édition à une œuvre. Dépendamment de la maison d'édition, il peut y avoir que très peu, voire aucun questionnement sur le fait que le public cible soit lui-même assez mature ou pas trop impressionnable pour l'œuvre en question. En France, l'Attaque des Titans est un seinen. Pika a modifié le public cible du manga. Au Japon, c'est un shonen. Alors vous me direz, c'est drôle de faire cette remarque-là en France parce qu'on a toujours eu la réponse, enfin plutôt la réputation comparativement aux États-Unis à mettre en accessibilité des films et des séries à un public de 12 ans, là où il est déconseillé, voire interdit à un public qui a moins de 15 ou 16 ans aux États-Unis. Et du coup, on est plus ouvert d'esprit que d'autres occidentaux, mais on est en train de être moins ouvert d'esprit que le Japon. Je ne sais pas si c'est vraiment une question d'ouverture d'esprit. Alors peut-être que du coup j'ai utilisé le terme ouverture d'esprit malgré moi et j'aurais pas dû utiliser ce terme-là. En fait, c'est pas de l'ouverture d'esprit. Du coup, c'est quoi? Je sais pas où est-ce que je vais avec ça, donc je vais repartir sur mon script. Je vous demande pardon. Donc comme je vous l'ai dit, Pika a réduit Attaque des Titans, enfin pas réduit, a fait passer le statut de l'Attaque des Titans à seinen, alors qu'au Japon c'est donc un shonen. Moi, je pense que si vous avez moins de 15 ans, vous êtes trop jeune pour lire Eden Zero. Vous n'avez pas eu le temps de lire assez de shonen avec du fanservice, genre moins de fanservice, quoi. Et genre Fairy Tail, tout simplement. Tout cela pour pouvoir lire Eden Zero sans vous focaliser sur le fanservice au premier degré. Mais bien, elle est bien sur son histoire. Comme je l'ai dit, l'histoire d'Eden Zero, elle est bien, elle est sympa. Moi, j'aime bien aimer l'histoire d'Eden Zero. Mais effectivement, c'est vrai que il faut que le fanservice permanent dans les dessins, bah en fait, il vous passe un peu devant, quoi, pour vous intéresser au reste. Mais pour ça, il faut avoir l'habitude de voir ce fanservice dans plein de mangas. Alors que si forcément on commence à lire des shonen, et que l'un des premiers shonen qu'on lit, c'est Eden Zero, bah oui, là, on a vraiment l'impression que ça parle beaucoup de cul. Enfin, ça parle pas de cul, ça en montre. Clairement, moi je vais être clair, hein. La Kodansha, donc l'éditeur de Eden Zero au Japon, ils s'en battent les couilles que des préados lisent un manga où dans chaque tome, il y a 10 pages d'adolescentes et de femmes adultes à poil dans leur bain, avec les tétons et la vulve cachée par un petit effet de vapeur. Bien au contraire même, puisque derrière cette maison d'édition va complètement exploiter le sexe pour vendre des objets tirés des licences de leur manga. Il faut que le public considère ça normal d'acheter, lire et consommer des produits à forte valeur ajoutée sexualisée. Alors, la Kodansha, je suis certain qu'ils encouragent Mashima Hiro à continuer de dessiner ainsi.
Bon, j'ai rajouté, je me suis répété suffisamment sur Eden Zero et le sexisme. On en a parlé dans la partie précédente, on a à nouveau parlé là. Soufflons un petit peu. Je vais pas faire une partie spécifique à Flying Witch. Je suis assez satisfait de ce que je vous ai dit précédemment dans la vidéo de présentation de ce manga. J'ai rien de spécifique à ajouter. C'est vraiment un très bon manga, donc c'est quelque chose que je vais mettre en petit peu là ici dans cette seconde partie. Si vous aviez toujours hésité à prendre pour quelque raison variable que ce soit, ou d'humeur que ce soit, ce manga, eh bien moi je vous encourage à vous y intéresser. Au contraire, toutes ces questions bien reloues qu'on a vues précédemment, bah c'est totalement absent de ce manga. Donc vraiment Flying Witch, c'est ce bol d'air. C'est vraiment ce truc... Je trouve ça très dommage que les libraires l'aient rangé dans la case pour les enfants. Parce que je pense que cela lui a fait perdre des lecteurs. C'est souvent quelques petites étagères en bas de toutes les autres étagères. Jamais personne ne baisse les yeux vers ça. Et puis souvent, en plus, dans cette étagère, comme je vous ai dit, il y a Chi et Pokémon. Et du coup, c'est des gros bouquins. Alors, Chi, c'est pas des gros bouquins, mais Pokémon, c'est des gros bouquins. Du coup, on voit que ça. Et puis, à côté, Flying Witch, on passe à côté. C'est dommage. C'est un manga de comédie qui se lit à tout âge. Et vraiment, moi, c'est vraiment un manga que je recommande. Je veux dire, je l'avais mis en tête. C'est vrai, c'est un peu couillon. Je fais une petite hiérarchie dans les mangas que je vous présente en fonction de comment je les apprécie ou pas. Bon, là, vous voyez, j'avais mis Flying Witch. J'avais estimé que c'était un manga qui était supérieur aux trois, de mon point de vue, de mon appréciation personnelle. Je l'avais mis au-dessus. Là, vous voyez, pour la présentation suivante, j'ai mis In the Land of Leidil. Bon. In the Land... Enfin, les couilles. Au-dessus des trois autres. Bon, même si Kurokami Black God est aussi un manga que j'aime beaucoup et qui pourrait aussi prétendre au titre d'être au-dessus. Mais quoi qu'il en soit, Flying Witch, voilà, j'en parle peu, mais vraiment pour vous dire, lisez-le, c'est stylé. Je vous remercie pour votre attention, et puis je vous dis à très bientôt, très vite, pour la troisième partie, qui cette fois-ci sera consacrée à Gestalt. Au revoir.